Ce truc qui m'étrangle, c'est la peur de l'illusion. Le désespoir coincé dans l'ombre et le silence d'une déception. Mais cela ne m'empêche pas de penser que l'impasse que l'on croit... Inspiré non pas au sens artistique du terme, mais, espérons-le, en son sens religieux, par télécommande interposée, nous tombions en fin de journée sur un débat opposant le chroniqueur Éric Zemmour à un ancien directeur des Beaux-Arts de Paris, Yves Michaud, présenté également comme un philosophe, ce qui, au lieu d'un imposé, tendait à éveiller en nous spontanément de la méfiance. Il n'est certes pas interdit à un artiste de philosopher, ni à un philosophe de s'adonner à la production artistique. Ce qui devient gênant, c'est quand l'art se transforme en philosophie. L'artiste se prend pour un philosophe à travers son art lui-même. Il croit connaître le monde mieux que quiconque, quand il ne se prend pas pour un prophète révélant des mystères cachés au quidam, ou inversement quand un philosophe prend sa philosophie pour un art et se met à rêver le réel et construit un beau système, un admirable assemblage de concepts, simple fruit de son imagination. Ainsi, quand un philosophe dirige une école de beaux-arts de nos jours, cela sonne étrange et à la fois ne surprend pas. L'art pictural est devenu tellement conceptuel à notre époque qu'il relève finalement peut-être davantage de la pensée que de la peinture. Quoi qu'il en soit, vu le CV du monsieur mis en face du redoutable polémiste de la chaîne télévisée CNews pour créer le débat, comme on dit, c'est-à-dire pour en découdre verbalement, nous craignons le pire sur un sujet qui nous tient à cœur en tant que peintre amateur, mais aussi comme fidèle lecteur d'Étienne Gilson, qui a consacré 3 de ses ouvrages au thème de l'art, pris d'un point de vue philosophique, dont l'un exclusivement sur la peinture. Nous savions que nous n'avions pas affaire à un penseur classique ni réaliste et encore moins thomiste. Si M. Michaud se tenait là devant M. Zemmour, c'est qu'il devait penser de l'art ce qu'on se doit de penser pour être au goût du jour. M. Zemmour le savait et pourtant, il a été lui-même pris par surprise par une réponse de son interlocuteur à propos d'un point central du sujet, à savoir quel est le but de l'art. Monsieur Aulé-Laprune disait à ses élèves de l'école normale supérieure, à la belle époque, chrononyme qui va à merveille à notre présent thème de discussion, qu'un minimum de notions élémentaires, certains points essentiels, les mêmes solutions des questions principales et vitales, étaient nécessaires pour, si ce n'est au mieux, réunir les esprits dans de communes affirmations, et au moins, dans le pire des cas, éviter qu'une conversation se change en dispute. Or, ce terrain d'entente n'a été trouvé qu'à la fin du débat, et malheureusement que sur un constat secondaire, c'est-à-dire pour affirmer que l'art contemporain est devenu une affaire de gros sous. D'après Zemmour, on est dans une bulle spéculative, dans une espèce de quintessence de la mondialisation financière. L'art n'est plus qu'une monnaie et l'art conceptuel écrase tous les autres arts, car il y a d'autres artistes qui font du figuratif, mais ceux-là sont écrasés médiatiquement et financièrement, ce que ne contesta pas M. Michaud qui admettait de l'art contemporain que ça a toujours été lié au fait que c'est là où on met son argent quand on en a trop. L'art, disait-il, c'est ce qui donne de la valeur à l'argent en trop. Depuis 2005-2010, c'est devenu une annexe de la spéculation financière. Mais le consensus s'arrêtait là. Car pour Zemmour, l'art est aussi devenu une grosse blague. On se moque de l'art, comme vous l'avez fait avec moi. C'est caricatural, ce n'est pas le beau, etc. Mais si ce n'est pas le beau, ce n'est rien, ce n'est rien qu'un discours. On explique, disait-il. L'art n'est donc pas seulement spéculatif financièrement, mais spéculatif intellectuellement. On spécule sur la valeur monétaire des œuvres d'art pour faire du profit, et on spécule par des concepts abstraits sur ces œuvres pour essayer d'y trouver un sens. Monsieur Zemmour, avec son sens terre-à-terre coutumier,
a mis le doigt sur le double travers de l'art moderne. En plus d'être un objet lucratif pour des élites mondialisées, l'œuvre d'art n'est plus au service de l'expérience esthétique, mais un moyen de donner un savoir, une explication sur les sens cachés du monde. L'artiste est devenu un philosophe ou un prophète, et encore, il s'agit ici d'une tâche noble, malgré la confusion des ordres et des finalités, mais Zemmour est allé plus loin en critiquant la culture du laid, du malsain, du sale, du dégradant. La culture artistique tourne littéralement autour du pot, avec des artistes n'ayant pas encore résolu les 2 ou 3e stades freudiens de l'enfance et se complaisent à représenter des objets à caractère scatologique ou génitaux. Avec une approche plus politisée, propre à ses penchants, M. Zemmour le formulait en ces termes. L'idéologie politiquement correcte, l'art contemporain est l'arme de guerre des élites mondialisées pour insulter les peuples, et en particulier les peuples européens, et la laideur de l'art contemporain est une insulte permanente à la beauté du passé des peuples européens. Et d'ailleurs, les gens réagissent comme ça quand ils vont saccager le plug anal sur la place Vendôme, et bien moi je les approuve 1000 fois, parce que qu'est-ce que c'est que ce plug anal? C'est un crachat sur la face de la place Vendôme qui est une merveille de beauté et d'élégance. C'est la rencontre scandaleuse entre les autorités publiques, le patrimoine de la France et une spéculation de la laideur. Ce constat nous ramène au tout début de l'entretien et au désaccord initial et fondamental. Zemmour partait sur le principe à ses yeux évident, les fameux points élémentaires et essentiels que nous évoquions plus haut pour assurer la paix des esprits, que l'art, c'est la quête du beau. Zemmour pensait fonder le débat sur cette base de départ solide et comme allant de soi pour pouvoir ensuite construire là-dessus. Aussi a-t-il fait un bond lorsque sa question « Au départ, c'est ça, vous êtes d'accord avec moi ?» Il s'est entendu rétorquer un sec « non ». Monsieur Zemmour aurait dû se rappeler alors que les étiquettes peuvent mentir sur le produit ou qu'un livre ne contient pas forcément ce qu'en promet son titre. On peut donc être directeur d'une école de beaux-arts et penser que l'art n'est pas au service du beau. Il faudrait alors avoir l'honnêteté de changer les noms de ces écoles qui manifestement, il est vrai, n'enseignent plus les arts du beau. Certes, M. Michaud a ensuite mis de l'eau dans son vin en disant d'abord « Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beau et beau. Il y a des tas de variantes du beau. Puis peu après, l'art, ce n'est pas forcément le beau. C'est vrai qu'il y a une tradition en art, et c'est surtout la beauté du corps humain, c'est la Renaissance. C'est le retour à l'Antiquité. » En disant ensuite « Il n'y a pas que le beau comme valeur de l'art. » Notre philosophe directeur d'école des beaux-arts, qui n'en sont pas, admet en fin de compte que le beau est une finalité éventuelle de l'art, mais qu'elle n'est pas la seule. Ce qui compte pour Michaud depuis le XVIIIe siècle, c'est qu'on a abandonné l'idée du beau. L'art, c'est ce qui émeut d'une certaine manière, dit-il. Cette nouvelle définition de l'art est flottante, car le beau est aussi le fruit d'une émotion. Ce mot émotion est synonyme d'expérience esthétique, et dans la tradition philosophique classique, elle est l'appréhension d'un objet qui plaît, et le beau est la cause du plaisir produit par cette appréhension. Cependant, M. Michaud pense que l'art n'est plus finalisé par le beau. Tant qu'on provoque une émotion, nous sommes en présence d'une œuvre d'art. L'œuvre peut donc susciter du dégoût, de la peur, de la tristesse, de la haine, de la colère, de l'indifférence, n'importe laquelle des émotions qu'Aristote nommait des passions, tant qu'elle met en mouvement nos sens et provoque ainsi une sensation plus intellectuelle, elle mérite le titre d'œuvre d'art. L'art l'est, a non seulement toute sa place, mais on peut dire qu'il a pris beaucoup de place, si ce n'est toute la place. En un sens, M. Michaud a raison et il se fait le héros de sa génération, car, comme nous allons le voir, le beau a plusieurs aspects et ces aspects distincts communiquent pourtant par le rapport qu'ils entretiennent tous avec l'être, car le beau est ce que la scolastique appelait une notion transcendantale de l'être, c'est-à-dire que le beau est convertible avec l'être. Le beau est ainsi l'être considéré sous un certain rapport.
Puisque le beau est identique à l'être, comme le sont le bon et le vrai, les trois notions communient dans l'être et sont donc similaires dans la réalité, bien qu'il faille établir une distinction de raison entre elles pour pouvoir décrire cet être unique en soi, pour pouvoir en parler et pour pouvoir en avoir une connaissance plus précise, car si l'être est avant tout l'un indivisible, il est aussi le bien en tant qu'il est l'être désiré et aimé. Il est le vrai en tant qu'il est l'être connu. Le beau n'existe pas à part de l'être dont il est une des propriétés. La beauté est la bonté, ou plus précisément, elle en est une variété, et la bonté est l'être, tout comme le vrai est l'être. La beauté esthétique, la beauté morale, la beauté du vrai sont toutes à la fois identiques dans la réalité, dans l'être, et distinctes seulement d'un point de vue de la raison. En réalité, la beauté n'est pas différente de la bonté et de l'être. Elles en diffèrent seulement dans ma pensée. Saint Thomas nous dit que le bien concerne l'appétit, puisque le bien est ce vers quoi tend tout ce qui est. Et il a raison de faim, car l'appétit est une sorte d'élan vers la chose même. Le beau, lui, concerne la faculté de connaissance, puisqu'on déclare beau ce dont la vue cause du plaisir. Qu'on nous permette de faire une parenthèse concernant le beau comme notion transcendantale de l'être, car tout le monde ne s'accorde pas là-dessus. C'est le cas de M. de Murat, pour qui le beau n'est pas une notion transcendantale à proprement parler, mais simplement analogique, car il n'est pas une passion de ce qui est en tant qu'il est, mais de ce qui est en tant qu'il est forme, et à ce titre, dit-il, il n'est pas convertible avec l'être. M. Gilson a dit expressément l'inverse dans plusieurs de ses ouvrages, et justement, il est convertible avec l'être parce qu'il est forme. La seule distinction est que la beauté se rapporte à la forme en tant que connue, alors que la bonté se rapporte à la forme en tant que désirée. Pour lui, c'est une idée classique. Jadis, quand un philosophe disait du beau, pulchrum en latin, qu'il est un transcendantal dont la notion est convertible avec la notion d'être, cela revenait à dire que être et être beau, c'est la même chose. Le beau n'étant l'être comme bon à percevoir. Si la beauté a l'aspect d'une cause formelle, cela provient de ce que l'on considère la bonté en tant que la bonté est le fait d'être beau. En ceci, l'aspect formel l'emporte sur l'aspect de la finalité, c'est-à-dire du bien désiré en tant que bon pour le sujet qui désire l'objet. La raison pour laquelle la bonté et la beauté d'une chose sont fondamentalement identiques, c'est qu'une chose est belle pour la même raison qu'elle est bonne, à savoir sa forme, précise M. Gilson. La cause formelle participe donc à la bonté de l'objet, et comment en serait-il autrement puisque la forme façonne la matière pour en faire tel être déterminé. Et c'est cette détermination de la structure d'un certain être qui fait que l'objet me convient ou non. Or, cette détermination, provenant de la forme, est cause que cet être s'adapte au sujet. Cette adaptation ou cette complaisance qu'éprouve le sujet qui désire un certain objet, c'est ce qu'on appelle l'amour. S'il y a amour ou complaisance dans l'objet perçu, c'est parce que le sujet le ressent ou le connaît comme bon. La bonté naît de la forme comme la beauté, elle, a rapport à la cause formelle. Saint Thomas est clair à propos de l'appartenance du beau aux notions transcendantales, ces notions convertibles avec l'être. Le beau est identique au bien, dit-il, leur seule différence procède d'une vue de la raison. Une distinction de raison n'est pas une différence réelle, mais simplement un être de raison, c'est-à-dire un étant dont l'être consiste en son appréhension par la raison. La distinction n'existe que dans la pensée et non dans l'être réel. C'est pourquoi saint Thomas précise que ces deux notions n'en diffèrent pas moins en raison. De même, le beau n'est pas une simple analogie, comme le disait M. de Murat. Une analogie est une ressemblance établie entre deux réalités qui ne sont ni purement équivoques, autrement dit différentes, ni purement univoques, c'est-à-dire identiques. Or, la beauté et la bonté sont identiques dans le réel, donc l'analogie au sens thomiste n'est pas pertinente dans ce cas précis. On peut faire une analogie entre la matière et la forme ou l'effet et la cause, car la proportion établit une relation d'une chose à une autre. De même, on peut faire une comparaison entre l'être de Dieu et notre être parce que ces êtres diffèrent dans le genre. On ne peut pas dire que l'être de Dieu et notre être sont identiques.
Sinon, nous serions Dieu. Le beau n'est donc pas simplement analogique, par contre, il est vraiment intranscendantal. Nous fermons notre parenthèse. Après cette digression nécessaire pour bien comprendre ce qu'est le beau, revenons à l'erreur de M. Michaud. Nous comprenons que cette erreur est liée à ce que sont devenues la bonté et la vérité de nos jours. Pourquoi le beau n'est plus la finalité de l'art aujourd'hui ? Parce que le bien moral n'est plus la finalité de nombreuses volontés et que le vrai n'est pas perçu ni recherché. La sagesse est devenue une forteresse inaccessible pour l'homme moderne. L'incapacité progressive de l'intelligence à pouvoir accéder à la sagesse, le barrage kantien à la métaphysique au XVIIIe, l'invasion du rationalisme et du scientisme au XIXe correspondent au virage dans l'art dont parle M. Michaud. La diminution de la recherche de la vérité s'est répercutée sur la dépravation morale qui est allée logiquement de pair avec la dégradation esthétique. Le beau de la vérité, le beau moral et le beau esthétique étant liés, comme nous l'avons vu, par leur principe commun qui est l'être. Pour les anciens, la beauté était synonyme de moralité. L'homme vertueux est celui qui cherche avant tout la beauté morale de l'action. Il donne sa vie pour ses amis et son pays, s'il en est besoin. Le beau, pour un grec comme Aristote, est le nom propre de la moralité. C'est ce qui fait la valeur morale des actes humains. Que ce soit to kalon en grec, honestum ou decorum en latin, honnête en français, ces mots ont une valeur esthétique mais aussi morale. Par parenthèse, Étienne Gilson note de son côté que la vertu est synonyme d'honnête puisque selon saint Thomas, le terme honestum signifie en effet quod est honere dignum. Or, l'honneur appartient de droit à l'excellence et comme c'est par les vertus que les hommes excellent, l'honestum pris au sens propre est identique à la vertu. Quant au décorum, c'est le genre de beauté propre à l'excellence morale. Exactement, c'est la beauté spirituelle qui consiste dans l'accord de l'action ou de la vie morale avec la clarté spirituelle de la raison. Revenons justement à l'enseignement de M. Olé-Laprune. Les belles actions, ce sont celles qui sont faites en vue du beau, car le beau est la fin de la vertu. Elles nécessitent du courage, de la tempérance, de la justice, car elles requièrent du sacrifice. Résister au mal, se battre pour la vérité, ne pas abandonner un ami, défendre sa patrie, mourir s'il le faut, endurer la souffrance plutôt que de se parjurer, est le propre de l'homme juste et vertueux. Mentir est laid. L'homme de bien dit la vérité, il est vrai, et cela est beau. Ce qu'il est beau de faire, cela s'appelle le devoir. Le devoir coûte, il nécessite des sacrifices, parce qu'il est plus facile de se laisser aller au plaisir, de glisser vers le bas de la pente, que de lutter et de remonter la pente. Cela est plus difficile et nécessaire en régime chrétien, avec une nature blessée qui révolte les sens et les passions contre l'empire de l'âme. Ce qu'il convient de faire, ce qu'il est beau de faire, c'est ce que la raison prescrit, c'est-à-dire la droite raison, qui donne pour ainsi dire la forme à la vie humaine. Voilà la manière d'agir digne de l'homme. La droite raison trouve dans cette action les caractères de la beauté humaine, la forme qui convient à l'homme, une détermination de l'activité conforme à la notion, à l'essence de l'homme. Enfin, un harmonieux arrangement des éléments fournis à la volonté par la nature et les circonstances, c'est-à-dire encore et toujours la beauté. Ce doux métro, c'est la peur de l'illusion, le désespoir coincé dans l'ombre et le silence d'une déception. Mais ce ne m'empêche pas de penser que l'impasse que l'on croit toujours sans issue n'étouffe pas le ciel par lequel je peux m'échapper. Déchiré, pleurant, je passerai par-dessus, ouais. Déchiré, pleurant, je passerai par-dessus. Mais je n'ai pas à douter de l'amour, c'est plutôt l'amour qui compte sur moi. Et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Désormais à présent, aimer sera ma loi.
le désir des honneurs, des biens et des délices, produit seul ses vertus comme il produit ses vices. Et l'aveugle intérêt qui règne dans le cœur va gaucher en objet et d'erreur en erreur. Le nombre de ces mots s'accroît par leur remède. Au mal qui se guérit, un autre mal succède. Au gré de ce tyran, dans l'empire est caché. Un péché se guérit par un autre péché. Bien malheureux l'homme qui au monde se fie. Et je n'ai pas à douter de l'amour, c'est plutôt l'amour qui compte sur moi. Et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Désormais à présent, aimer sera ma loi. Si le jour de la foi n'éclaire pas la raison, notre goût dépravé tournera tout en poison. Toujours de notre orgueil, la subtile imposture, au bien qui semble fait changer de nature. Et dans le propre amour dont l'homme est revêtu, il se rend criminel, même par sa vertu, ouais. Il se rend criminel, même par sa vertu. Et je n'ai pas à douter de l'amour, c'est plutôt l'amour qui compte sur moi. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Désormais à présent, aimer sera ma loi. Impossible que mon cœur batte tout seul, que ma vie soit un pur hasard d'un soi-disant destin. Ce doute résistant comme une pierre de meule font comme de la cire quand je pleure dans tes mains. Mais le chemin est long, la porte est étroite, et si ma tête ne le comprend, ne le crois pas. Mon âme se bat pour être un peu plus à ta droite. Choix de l'amour, de ses souffrances et de ses joies. Choix de l'amour, de ses souffrances et de ses joies. Mais je n'ai pas à douter de l'amour, c'est plutôt l'amour qui compte sur moi. Et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Désormais à présent, aimer sera ma loi. Mais je n'ai pas à douter de l'amour, c'est plutôt l'amour qui compte sur moi. Et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Désormais à présent, aimer sera ma loi. Yeah. Non, je n'ai pas à douter de l'amour, car c'est toi l'amour qui compte sur moi. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Désormais à présent, aimer sera ma loi.